Une tempête dans le monde du jeu de rôle. Coup de théâtre, coup de tonnerre, un coup critique pour l'équipe de Darrington Press. Écoute, on va vous en parler Internet. Si vous n'avez pas déjà vu la nouvelle, il y a deux gros joueurs de l'industrie du jeu de rôle qui viennent de passer de l'équipe de Donjon Dragon à l'équipe de Dagger Art cette semaine. Plein d'autres bouleversements. On va parler des designers de jeux connus, célèbres, des stars du design et quels sont leurs impacts sur nos jeux et sur notre pratique. Pierre-Philippe, toi, en tant que star du jeu de rôle, qu'est-ce que t'en penses? Déjà de 1, qu'est-ce que tu me fais chier à chaque fois que tu dis des phrases de même. De 2, ça va bien. Écoute, tu m'as même pas demandé si ça allait bien, en fait. Tu m'as demandé qu'est-ce que j'en pense. Ben ouais, mais ça va-tu bien, la star du jeu de rôle? Ça va bien, de moins en moins, plus tu le dis, mais sinon, pour ça va bien. Oui, je te dirais, gros coup de théâtre quand tu le mentionnes, ça m'a vraiment pris de court quand j'ai vu la nouvelle passer. Puis je pense que je suis pas le seul. Je pense que toi-même, t'as été, même que tu le croyais pas, ce que tu disais. Tu pensais au début que c'était une blagounette bien pensée, un fameux poisson d'avril. Non, ça m'a surpris. Je te dirais que ça m'a surpris, ça m'a pris de court et je savais pas. On dirait que c'est tellement un immense move que ça doit avoir été prévu depuis vraiment longtemps. Là. Quand même, là, ça peut pas être décidé sur le coin d'une table en dedans d'une fin de semaine. Là. Pour ceux qui n'ont pas vu passer la nouvelle, Jeremy Crawford et Chris Perkins, qui étaient deux créatifs importants au sein de l'équipe Donjon Dragon chez Wizard of the Coast, ont pris leur retraite au cours du mois dernier. En fait, ils sont partis, ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu'ils s'en allaient, puis tout le monde était un petit peu, je sais pas, content pour eux, en s'imaginant qu'ils étaient pour aller faire pousser des légumes dans leur jardin à Seattle, mais non! Parce que cette semaine, on a appris que les deux, pas juste un, les deux ont passé chez Darrington Press, la maison d'édition, qui édite le nouveau hit dont tout le monde parle, Dagger Art. On dit que c'est gros. Toi, Pépé, est-ce que ton premier feeling, c'était-tu de l'excitation ou juste de la surprise brute? Je te dirais surtout de la surprise brute parce que déjà Dagger Heart, je considère pas que je suis le public cible, mais si on s'entend, le but de la vidéo ici n'est pas du balado cette fois-ci, n'est pas de faire comme une critique du jeu, tu t'en parles déjà amplement dans une vidéo, là, c'est vraiment plus de revenir sur l'effet engendré et les répercussions autant médiatiques dans le monde du jeu par rapport au fait on dirait le lien de ces créateurs-là maintenant qui rejoignent Darrington Press. Mais je suis quand même surpris, mais je suis pas comme dans un positif ou négatif, je suis surtout surpris. Et c'est vraiment comme... Ma surprise vient du fait que plus que n'importe quelle autre entreprise, on s'entend que s'il y a bien une équipe qui a eu, en quelque sorte, des liens étroits avec les créateurs de Donjon Dragon durant les dernières années, ça demeure que c'est l'équipe de Critical Role. Mm-hmm. Je pense qu'on n'aurait pas eu autant ce réflexe-là ou cette réaction-là si il avait rejoint genre Evil Hat Games ou Magpie Publishing. On n'aurait pas eu comme le même réflexe de se dire oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là, c'est vraiment ma surprise vient de là, c'est que le fait que Critical Role a longtemps roulé, surtout du Donjon Dragon, a longtemps été comme en quelque sorte un vecteur de la popularité de Donjon Dragon. Ça demeure que c'est des grands porte-étendards de cette popularité-là et de cette espèce de démocratisation-là du jeu de rôle, mais de les voir passer de l'autre côté à une entreprise qui, à mon sens, et là, tu sais, on s'entend, là, je fais quand même attention aux mots que je dis, là, mais à mon sens, qui pourrait attirer le même type de public cible que Donjon Dragon, ben, c'est pas justement les produits nécessairement de Magpie Publishing, c'est Darrington Press avec Dagger Heart, parce que ça demeure que c'est venu chercher un pan d'un type de joueur ou d'un type de joueur précis. La popularité de Critical Role a apporté justement une certaine facette, un certain, on dirait, créneau en matière de jeu et à quoi est-ce que les gens s'attendent comme type d'aventure ou type d'expérience. Et ainsi, de se dire que ces gens-là rejoignent ce regroupement-là, tu t'attends à ce que l'objectif étant de venir, encore une fois,
consolider on va dire cette base de personnes intéressées à des produits qui sont semblables à Donjon Dragon, mais cette fois-ci via Daggerheart. Fait que pour moi, c'est quand même, c'est là la surprise, elle est là. C'est ça que je trouve vraiment comme gros, comme mouvement. Mais toi, Ouais. de ton côté, est-ce que t'es enthousiaste ou t'es surtout surpris? Pour te retourner la question. Je suis quand même j'ai été surpris, mais je suis content. Je suis content de les voir parce que c'est des créateurs que j'aime beaucoup. Puis, on pourra en parler plus en détail là, tout au long de ce podcast-là. Ça va être le sujet, les designers puis leur place aujourd'hui dans l'industrie. Mais c'est vrai que c'était au-delà d'être des designers, parce que oui, c'est des gens d'expérience. Chris Perkins était là depuis la troisième édition, puis il avait fait Ouais, des c'est ça. articles pour la deuxième édition de Donjon Dragon dans Dragon Magazine. Tu sais, fait que Chris Perkins il a dédié sa fucking vie à Donjon Dragon. Tu sais, Perkins, Crawford, ils ont chapeauté les plus belles années de Donjon Dragon 5e édition. Puis c'est excitant de voir que ces visages-là, qui étaient aussi des porte-paroles de Donjon Dragon. Perkins a été un des pionniers dans le monde du actual play. Tu sais, c'était un des premiers maîtres de jeu de Acquisition Inc., qui faisait des live play de Donjon Dragon avant même Critical Role. Tu sais, ils ont été vraiment des visages notoires. Fait que de les voir, tu sais, quand je pense à Donjon Dragon, c'est sûr qu'il y a une partie de mon cerveau, là, il y a un neurone qui s'allume qui a la face de Chris Perkins. Tu sais, fait que de les voir passer chez Darrington Press, c'est tellement symbolique. Écoute, c'est devenu un peu justement des designers stars, même si après ça, savoir ce que concrètement ils vont faire au jour le jour dans les bureaux de Darrington Press, ça a plus ou moins d'importance que juste le symbole d'associer ces visages-là soudainement à ce nouveau jeu. Écoute, on pourra en parler, puis on pourra... on va essayer d'éviter le bashing de D&D, Oui, c'est pas ça l'objectif. Là. même si c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il est? Ça va de bon sens. Il est taquin à soir, Je Pierre. Il est taquin. Mais, et parce qu'on était sur le point d'oublier, Pépé, notre segment préféré. En tant que vedette du jeu de rôle, c'est important de partager. Je vais faire comme si tu disais jamais ces phrases-là, ces mots-là ensemble comme ça. Si je démarque pas, si je fais pas de réaction face à ces commentaires-là, c'est comme un enfant que tu essaies d'ignorer. Il va juste arrêter. Fait que je vais juste faire comme si de rien n'était. Continue, je t'écoute. Mais oui, on était sur le point d'oublier notre segment préféré, celui de la balade dans l'imaginaire. Imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Moi, de mon côté, j'ai quand même lu beaucoup de trucs récemment. J'ai terminé le nouveau roman de Joe Abercrombie. Fait que c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui fait dans le fantastique sombre. Vous avez peut-être entendu parler de la trilogie de la Première Loi, First Law, qui est c'est du médiéval, fantastique, mais tellement bien dialogué. C'est ça, Joe Abercrombie, c'est des dialogues qui sont insane. Je sais pas de quoi ça a de l'air en français, mais j'ai un ami qui les lit en français puis qui dit que c'est très bon, là. Mais moi, Ok. c'est tellement... c'est comme s'il écrivait un scénario de film. Puis son dernier roman s'appelle Les Diables, The Devils. C'est un roman qui est sorti le mois dernier, et c'est un monde parallèle dans lequel on est sur Terre, mais Rome a été détruite par Carthage. Fait que ça a comme Ok. tout changé le cours de l'humanité. Troie est devenue la cité la plus importante du monde européen. C'est vraiment une espèce de monde parallèle vraiment fucké où il y a de la magie, des créatures fantastiques. Le christianisme est comme viré à l'envers. La tête du christianisme, c'est une papesse de 12 ans qui est la plus puissante utilisatrice de magie du monde. On va suivre l'histoire de 5-6 crottés, des bandits, des mécréants, des monstres, en fait, vraiment des créatures surnaturelles, qui sont obligés magiquement par la papesse à accompagner une personne importante jusqu'à la ville de Troie. Et ils vont vivre toutes sortes d'aventures sur leur parcours, et on suit donc un vampire ultra charismatique qui parle tout le temps des dumplings que sa femme lui faisait.
Puis à quelque part, je sais pas pourquoi, mais il y a un charme surnaturel qui fait que ces histoires de dumpling ont toujours un attrait magique sur tout le monde qui entend ces histoires. Une loup-garou scandinave viking qui a juste pas de sens, Viga, qui est vraiment à mi-chemin entre la femme et l'animal. C'est vraiment un drôle de personnage. Le père Diaz, qui est un pauvre curé qui veut juste... Il voulait travailler dans la cité sacrée, puis là, il réalise qu'il va devoir s'occuper d'être le curé d'une bande de monstres. Il y a un chevalier. Je peux pas trop en révéler parce qu'ils ont des pouvoirs cool qui se révèlent au fil de l'histoire, là, mais c'est vraiment très bon. C'est un peu formulé. Puis il y a comme 3 princes qui vont essayer de les arrêter sur leur route. Ah, mais pour vrai, je te dirais que ça fait longtemps que tu m'as pas autant donné le goût. C'est vrai! Parce que, ouais, ça me parle. On dirait que j'aime ça. Le fait que tu me dis que c'est comme basé quand même dans un contexte historico-chronique ou que ça part sur une autre dérape, là. On dirait que ça vient me jaser. Ça me donne le goût. Puis si tu me dis que c'est un gars de dialogue, j'aime ça. J'aime ça, Ouais. les écrits qui sont un peu, justement, qui sont présentés quasiment comme si tu lisais une pièce de théâtre, là. Tu sais, que c'est vraiment comme Ouais. des échanges et tout ça. Ça me parle vraiment beaucoup. J'aime ça. Fait que, Ah. non, tu me le vends bien. Puis il y a Balthazar de Vandraxi, qui est comme le 2e meilleur nécromancien d'Europe. C'est des bons personnages, des super bons dialogues. Moi, j'ai souri tout le long. Il y a des petites longueurs parce que tu sens un petit peu, tu vois la formule un peu. Tu vois que, ok, ça c'est leur premier obstacle, il va rester le 2e obstacle, puis il va, tu sais, il y a comme ce petit côté-là qui est un petit peu, c'est pas sa force, je pense, les intrigues, les revirements de situation. C'est vraiment les personnages puis les dialogues, mais sinon, c'est très bon. Pour vrai, j'étais allé checker, là, je checkais ses livres, puis là, j'étais comme, ah, vois-tu, j'ai goût de lire, exemple, je lisais Les Héros. Je considère quand même que c'est très bon, là, qu'il a fait, là. C'est un one-shot, en Puis, plus de Heroes, tu peux tu sais, ça se passe dans l'univers de First Love, fait que tu ouais, vois plein de personnages, mais tu peux juste lire ça puis tu serais en, tu sais, c'est un ben c'est pour ça. stand-alone. C'est pour ça, ça me donne le goût. Fait que, non, très bien vendu, Pierre-Louis. Bravo. Puis toi, Pépé, qu'est-ce que t'as découvert récemment? Ben écoute, ces temps-ci, je suis sur une bonne lancée de lecture. Je lis beaucoup, plus que d'habitude, plus qu'en moyenne. Et là, c'est dans mes romans, il est ici. Je suis en train de dévorer The Fisherman. Oh, il est Je sais pas si t'as beau! entendu parler. Ouais, oui, c'est un beau cover de John Langan. T'as-tu entendu parler de ça? Non, ça me dit rien. Et le pire, c'est que c'est drôle, ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti quand même en français, mais genre j'en entends beaucoup plus parler ces derniers temps, puis j'ai même vu passer une entrevue avec l'auteur sur une chaîne de jeux de rôle française, un des 100. Ils ont fait comme une entrevue avec l'auteur qui est anglais à la base. Ok. Et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. En gros, l'histoire, c'est que c'est raconté par un narrateur qui est un homme qui a vécu un deuil dans sa vie, et il raconte en fait une expérience horrible qui lui est arrivée dans un lac à la pêche. Il était parti faire de la pêche sur un lac et il a comme eu une horrible expérience avec un collègue de travail qui lui aussi vit un certain deuil dans sa vie. Et on voit un peu le point de vue du personnage principal sur justement son expérience en tant que comment est-ce qu'il a découvert la pêche comme étant en quelque sorte une manière d'un peu vivre son deuil, une manière de continuer à avancer malgré l'adversité, puis comment est-ce qu'il peut en quelque sorte aussi apporter son collègue là-dedans pour lui faire découvrir également aussi l'amour de la pêche. Et ça commence un peu comme ça, mais tu comprends qu'il est arrivé quelque chose de vraiment horrible quand ils sont allés pêcher. Il y a vraiment quelque chose d'arrivé vraiment comme terrible. Et je pensais pas du tout que le livre allait dans cette tangente-là. Je pensais que le roman allait être en bonne partie juste leur expérience de qu'est-ce qui s'est passé à la pêche. Mais tu te rends compte que puisque la temporalité se déroule dans un très court laps de temps, je veux pas, ça peut pas être juste ça le roman. Fait que je comprenais pas trop où est-ce que ça s'enlignait en lisant, mais à un moment donné, tu catches que il raconte, pendant la lecture, tu comprends qu'il raconte un peu lui-même l'histoire qui s'est faite raconter concernant l'endroit où est-ce qu'il est arrivé quelque chose d'horrible. Pourquoi est-ce que cet endroit-là est dangereux? L'espèce de zone de pêche où est-ce qu'ils sont allés. Et en gros, c'est que l'aventure s'enligne, que tu comprends que c'est très Lovecraftien au final. Ok. Et tu comprends en gros que c'est un peu ça. Il y a l'air d'avoir quelque chose dans cette eau-là qui a été inondé, ce secteur-là, cette zone-là, qui s'appelle le Dutchman's Creek, qui appelle donc l'espèce de on va dire la rivière en quelque sorte de l'allemand, c'est comme ça qu'ils le traduisent, l'endroit où est-ce que le personnage principal est allé pêcher.
Et bref, tu sais pas trop encore qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage principal, mais tu sais qu'il y a une histoire de justement de vieux secrets enfouis dans les eaux de cet endroit-là. Et c'est vraiment bon. C'est Ok. freaking bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman d'horreur que j'étais comme oh shit, c'est vraiment bien écrit. Hmm. C'est pas du petit c'est pas du petit facile, c'est pas un petit fast-food d'horreur. Là. Il y a vraiment comme des beaux thèmes, puis des belles accroches, des belles manières de présenter. Puis les moments qui sont horrifiques sont vraiment horrifiques parce que tu t'y attends pas. C'est pas comme un roman où est-ce que c'est constamment un peu un gros thriller, puis il y a constamment de l'horreur que ça te met en pleine face. Là. Il y a des moments un peu plus doux, mais quand l'horreur embarque, tu fais oh shit, ok, il se passe quelque chose. Là. Oh. Et c'est très bon. Je te le conseille, Pierre. Je te le conseille fortement. Et côté jeu de rôle, ben, en fait, pour faire un peu écho à ce que tu disais, parce que tu disais que tu avais comme reçu Cairn et tout ça, que tu l'avais lu, ben, je suis retombé ces temps-ci dans un vieil amour que j'avais pas exploré depuis un certain temps. Et c'est en fait l'incroyable Vaults of Varn de Leo Hunt. Est-ce que tu connais ça? Non, J'ai ça me parlé dit de rien. ça. C'est vraiment un Christy de bon jeu. Puis ça, là, je suis vraiment content de m'être un peu accroché à ce jeu-là parce que, à la base, l'espèce de le beau livre que je te présente que les gens peuvent pas voir, malheureusement, à la base, c'était des petits zines qui étaient sortis en format un peu comme des petits formats tout petits. Ils ont sorti comme une version un peu de luxe du jeu avec toutes les zines combinées dans un seul ouvrage. Hmm. Et Vaults of Varn, en fait, c'est un hack de Nave. Ah, C'est ok. un hack de Nave. Donc, c'est du 6 caractéristiques avec le classique, tu sais, atteindre un certain seuil de difficulté pour réussir. C'est pas du roll under, c'est du roll over. Puis même si, alors que Nave, c'est très vanille médiéval classique, là, tu sais, ça peut pas être plus vanille que ça. Vaults of Varn, c'est de l'espèce de post-apo psychédélique un peu à la genre Moebius, Jodorowsky, genre un peu à la Dune, Hyperion de Dan Simmons, puis des choses comme ça. Là. Tu sais, ça va vraiment dans des zones là, un peu spéciales. Tu sais, ça se passe, exemple, ça se passe dans un monde, le monde de Varn qui appelle, qui est comme un désert bleu. C'est comme un désert où le ciel le soleil est bleu, ce qui fait en sorte que genre le désert au complet est complètement bleu tout le temps. Les jours sont un peu plus un bleuté et tu vis ta vie dans un univers où tu tentes un peu de trouver des ressources, trouver des trésors de l'ancien monde. Tu sais, c'est un peu à la Numenera. Tu sais, c'est du Ouais. post-apo, là. Genre C'est Dying comme, Earth, ouais, Jack c'est ça exactement. Dance. Ouais, c'est exactement ça. Puis, tu sais, juste pour te donner un exemple, là, j'ai joué, en fait, semaine passée, j'étais vraiment content de jouer, puis en rejoint, j'ai fait, qu'est-ce que ce jeu est bon. Ben, là-dedans, c'est aussi comme de la génération aléatoire de personnages, puis même si dans Knave, il n'y a pas d'espèces en soi, dans Vaults of Varn, il y en a. Donc, tu sais, juste pour te donner un exemple, j'ai un ami que, genre, son personnage, c'était un synthétique, qui est comme une des espèces que tu peux jouer. C'est un robot. Mhm. Puis on lançait au hasard, tu sais, ça, plein de choses au hasard. Ça donnait en sorte que son personnage était immense. Fait que c'était comme un Christy de gros robot, tu sais, un genre de 5 mètres de haut. Il y avait une forme de crabe. Sa tête, c'était une télévision cathodique qui projetait des images. C'est comme ça qu'il communiquait pour genre expliquer ce qu'il voulait. Puis les objets aléatoires qu'il avait trouvés, comme qu'on a lancé au hasard en début de partie, il y avait une cotte de maille puis une épée. C'était comme tellement whack. Fait que c'était comme un gros crabe avec une épée puis une télé cathodique qui se déplaçait. Puis là, il expliquait ça comme quoi que genre, avant, il y avait un maître qui était comme un chevalier, un genre de Don Quichotte qui est mort dans une aventure. Puis il a juste gardé son stock avec lui. Puis il essaie un peu de continuer ses aventures pour lui. Et c'est un fichu de beau livre. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de pouvoir avoir rejoué à ça. Puis j'espère y rejouer très bientôt. Puis c'est un peu comme Cairn et un peu comme Nave classique. C'est juste une pléthore de tables aléatoires pour Ouais. lancer des affaires, pour pouvoir générer des aventures, générer de l'équipement, générer, mon Dieu, des accroches de scénarios, ce que tu veux. Là. Il y a vraiment comme tout. Et j'ai juste le goût de rejouer. J'en jouerais comme là. Ouais, ouais, On joue-tu là? On joue-tu là, Pierre-Louis? On joue là. c'est drôle parce que moi, pour vrai, là, n'importe quand, là, on joue à quelque chose, Pépé, là. Là, tu m'as dit qu'on jouerait au Morgborg Première Guerre mondiale, là. Oui, c'est vrai. On est supposé jouer à ça. Hey, c'est vrai qu'il faudrait jouer à ça bientôt. Ok, on essaiera de s'arranger quelque chose. Fait que ouais, ça, c'était ma lecture jeu de rôle. Fait que c'est ça, je te dis. Ben, écoute, c'est très intéressant.
Est-ce que tu qualifierais, là, ces petits auteurs de zine-là, est-ce que tu les qualifierais de Je savais que t'allais- designer vedette? Ben, c'est un peu ça que je trouve intéressant, par exemple, comme sujet. Ouais. Parce que on dirait que quand tu parles de designers vedettes, comme Chris Perkins et Jeremy Crawford, quand tu es dans les très grands jeux de ce monde, mais pas nécessairement très grands jeux, quand tu es vraiment dans des produits qui sont à plus large déploiement, comme par exemple, si on pense par exemple à Valiant de Cobalt Press, ou à genre, tu sais, Pathfinder, des trucs de même, là. Ouais. T'as pas vraiment, justement, t'as pas nécessairement d'idée de visage qui te viennent en tête quand tu penses à ce jeu-là. Ouais. Des fois, oui, mais pas tout le temps. Faut Pas que tu tout le sois temps. vraiment très geek pour avoir Ouais. comme, tu sais, ok, Jason Bullman, James Ouais. Jacob, mais même là, c'est pas des gens qui ont, mettons, une chaîne YouTube. Tu sais, Paizo a Ouais. essayé de faire un petit peu de cette espèce de marketing YouTube que plusieurs ont essayé, Ouais. mais avec plus ou moins de succès. Tandis que Ouais. Donjon Dragon mettait de l'avant systématiquement. Ah, pis ça, faut le dire aussi. C'est beaucoup Todd Kendrick qui était l'espèce de visage, l'intervieweur officiel de Wizard of the Coast. Si vous avez vu une vidéo, Oui, je replace sa tête. Là, Todd, il y avait une chaîne YouTube avant D&D Beyond, avant tout l'âge d'or de Donjon Dragon. Puis, cette semaine, il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il était licencié par Wizard of the Coast. T'es-tu sérieux? Hey, j'ai pas vu ça passer, par exemple. Ouais, fait qu'il y aura plus de petites interviews Ah! sympathiques qui présentent les nouveaux produits de Wizard of the Coast. Si on ajoute à ça plus de Chris Perkins, plus de Jeremy Crawford qui répond aux règles sur Twitter, c'est comme si on rendait Donjon Dragon un petit peu plus lisse, un peu moins humain, un petit peu plus... Tu sais, je dis ça sans jugement. Quand on passe à Donjon Dragon, on voit certaines faces, on pense à Critical Role. Là, c'est plus vraiment le cas. Parce qu'effectivement, tu sais, il y en a des jeux que leur créateur est tellement sympathique. On parle de Kern, justement, tu sais, comment il s'appelle? Yoga Chai. Tu sais, oui, tu sais, on le voit quand on l'entend parler de son jeu avec passion. Tu sais, quand on le voit. Ou Kelsey Dion pour Shadow Dark. C'est des gens que leur personnalité est tellement reliée à leur jeu. Puis il y a d'autres créateurs que leurs jeux sont très bons, mais comme j'ai jamais eu de contact avec la personnalité via le monde virtuel, je sais pas. Tu sais. Est-ce que, d'après toi, Wizards of the Coast, justement, font une espèce de... Comment je pourrais dire? Ils font une espèce de... tu sais, un nettoyage de fond pour possiblement, justement, attirer des nouveaux talents qui, avant d'être des talents de design, vont peut-être être des talents plus de face ou de marketing. Tu sais, je pense, par exemple, t'es verrais-tu comme genre engagé, genre, exemple, Ginny D, qui a genre comme son YouTube channel, qui est super orienté Donjon Dragon, tu sais, vraiment avant tout, pour être justement une de ces nouvelles figures-là, en quelque sorte. Même si, oui, elle a sorti des petites affaires, mais tu sais, on s'entend, c'est pas, elle est pas reconnue comme étant une designer vedette, là. Mhm. Ben, l'impression que j'ai en ce moment, là, avec, c'est, tu sais, ben là, c'est sûr qu'Hasbro licencie encore, là, je pense qu'ils licencient encore du monde, 3% de leur force de travail globale, tu sais, aujourd'hui. Tu sais, je pense pas qu'ils vont engager des nouvelles personnes pour être le visage public de Donjon Dragon. Le feeling que j'ai, puis peut-être que les prochaines semaines, les prochains mois vont nous faire mentir, mais le feeling que j'ai, c'est que je pense que quand tu associes des visages à ta marque, il y a quand même toujours l'espèce de petit risque de est-ce que l'individu va devenir plus populaire que le jeu, que la marque? Est-ce que peut-être, tu sais, justement, les positions politiques des designers qui sont très affichées des fois dans, tu sais, je veux dire, on a toutes nos préférences, puis c'est normal, mais là, plus il y a une personne qui est associée à ta marque, puis c'est un humain, plus il y a un risque peut-être que cette personne-là ben, disent quelque chose qui est pas en phase avec les projets de la compagnie, ou ben se mettre là, un pied dans la bouche, justement, tu sais. Puis je pense que si on slacké Todd Kenreck, je pense qu'ils n'ont pas l'intention de remplacer Jeremy Crawford par un autre humain. Je pense pas qu'ils vont engager, mettons, un YouTuber connu pour venir faire des... Ouais.
J'ai le feeling que eux autres, ce qu'ils vont faire, là, c'est Donjon Dragon comme brand. On va vendre des t-shirts. On va vendre la licence pour des jeux vidéo, des films, des séries télé. Mais c'est vraiment la marque qu'on va mettre de l'avant plutôt que la communauté, les humains, les designers, les créateurs. On s'en fout, là. Même que le nom des créateurs ont de moins en moins d'espace dans les livres de jeux de rôle. La cinquième édition. Ben, surtout parce que souvent, justement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est comme des produits qui sont comme, on va dire, pluriels. C'est des produits qui possèdent beaucoup de personnes qui sont derrière dans la création, Ouais. dans la conception. À un point où je pense que c'est un peu pour ça que je suis autant en amour avec les projets qui sont très indépendants, c'est que souvent, on en vient un peu à diluer en quelque sorte la touche personnelle de quelqu'un, plus il y a des gens qui sont impliqués dans la promotion, dans on va dire, la mise en pratique d'un produit. C'est plus il y a de personnes qui vont être impliquées dans un jeu, c'est sûr qu'à un certain moment, il faudra qu'il y ait une certaine uniformité qui doit se faire et on finit par perdre un peu en quelque sorte ces petits quelque chose qui pourrait nous permettre de dire ah oui, ça c'est un projet de telle personne. T'sais. Ça c'est un Ouais. produit de telle personne. Puis c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est intéressant comme sujet parce que autant, justement, comme je mentionnais, dans les grandes brands, tu sais, justement, Cobble Press, tout ça, on n'a pas vraiment d'image en tête, mais je sais que dans le milieu indépendant anglais, surtout avant tout, ça fonctionne beaucoup comme ça, par exemple. Ça fonctionne beaucoup sur, OK, ça, c'est un produit de tel dude. Matt Ça, c'est un Colville. Ouais, Matt Colville, ou même, tu sais, encore plus, là, ça, c'est un genre, un produit de genre, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais justement, genre, il y a Gachai, justement, le gars de Cairn, ou ça, c'est un produit de Ouais. Leo Hunt, ça, c'est le gars, justement, qui a fait Vault of Varn. Quand tu regardes en ligne, quand on est dans des milieux qui sont un peu plus nichés comme ça, le nom vaut pour beaucoup quand même. Ouais, ouais, Et ouais. parce que souvent, c'est des produits qui sont à très peu d'intérêt, on va dire à très peu d'intervention externe provenant de d'autres personnes. Tu sais, il y a souvent comme un ou deux relecteurs, des playtesteurs, la personne qui fait le visuel, puis t'as l'auteur, puis c'est tout. Ben à ce Mhm. moment-là, on souvent, tu vas être capable de plus identifier la touche personnelle de l'auteur et ainsi découvrir en quelque sorte que son style, ou du moins ses idées, te viennent en quelque sorte te rejoindre plus facilement qu'un grand produit qui parfois peut être un peu plus lisse justement pour être capable d'atteindre un plus grand public. Et Ouais. je dis pas nécessairement que c'est mal d'une façon ou d'une autre, je pense juste que dans certains contextes, justement, ça devient plus excepté justement quelques produits. Je trouve que Donjon Dragon est un peu une exception à la règle, dans le sens que Jeremy Crawford et Chris Perkins, on avait ces gens-là, puis on était capable de les identifier. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une exception quand on est dans les grands du marché de jeux de rôle. Là. C'est que ça me donne l'impression qu'il y a moins de compromis quand t'es capable de voir la couverture du livre, puis il y a en dessous du titre du jeu, fait par, eh ben, mine de rien, Donjon Dragon, ou du moins Advanced D&D, il y avait tout de suite en dessous un jeu de Gary Gygax. Ouais. Oui. Puis par Dave Arneson et Gary Gygax pour la toute première édition. Mais, tu sais, ça, on est rendu loin de cette époque-là, là. Il faut que tu fouilles pas mal dans un livre de Donjon Dragon pour voir c'est qui les créateurs qui étaient impliqués et dans quelle mesure ont-ils été impliqués. Fait que oui, Chris Perkins, je suis convaincu qu'il y a eu plein de bonnes idées en entrevue. Tu sais, dans la tombe de l'annihilation, il y a eu plein d'idées qui provenaient de lui, puis de son background, puis de son hommage aux produits classiques de Donjon Dragon. Tu sais, on le feel, mais quel bout a été écrit par Perkins? Quel bout a été fait par un sous-contracteur qui a été engagé pour une gig? Puis, tu sais, ça, on le sait pas, là. Ça devient ça devient des produits qui, forcément, sont un petit peu plus dans le compromis, sont un peu plus dans le travail d'équipe. Il n'y a pas rien de mal à ça comme tel, mais il y a aussi ça, hein. Quand tu deviens un visage public comme ça, tu sais, pour Perkins puis Crawford, c'était ça. Quand la compagnie se met à faire des affaires qui sont, tu sais, mettons le scandale de l'OGL. Moi, il y a plein de gens, quand je les ai vus annoncer rejoindre Darrington Press, les gens qui sont mis à dire ah ouais, ben ça va être comme Wizard of the Coast. Tous les torts qu'on peut reprocher à Wizard of the Coast, ben c'est comme si les gens avaient peur que Crawford puis Perkins les amènent avec eux dans ce nouveau jeu-là. Comme si c'était de leur faute, le scandale de l'OGL, par exemple. Tu sais, ça aussi, ça devient tricky, puis
je suis pas dans le secret des dieux, je sais pas si c'était leur décision peut-être de on veut plus être associé à Wizard of the Coast parce que là les gens sont fâchés après nous à cause de ce que Hasbro décide de faire, tu sais. Non, c'est une bonne question. Mais je t'avoue que c'est ce que j'ai perçu aussi beaucoup d'entre-deux. Tu sais, autant j'ai vu des gens qui étaient très enthousiastes parce qu'ils mettaient l'ensemble des. Puis c'est un peu ça aussi, c'est qu'on est dans le flou. Tu sais, on sait rien ou presque rien de ce qui se passe derrière le rideau. Mais des gens qui étaient très enthousiastes à l'arrivée de ces deux têtes-là, alors que d'autres étaient très justement mitigés, mais à un certain point, on ne sait pas c'est quoi justement à quel point ou à quel impact ils avaient sur les décisions plus qui ont été plus mitigées ou qui ont eu des réceptions plus mitigées de la part de la communauté. Ça, on le sait pas. Et c'est comme justement un peu difficile de se dire à quel point est-ce que l'ensemble des détails plus problématiques de Hasbro, ou du moins de Donjon Dragon, est sur la tête de Hasbro et de la faute de Hasbro, ou est-ce qu'il y avait beaucoup de, on va dire, de contre-coups qui provenaient des différents designers du jeu. On le sait pas, puis on le saura jamais. Là. Ça fait partie Ouais, des secrets, mais secrets d'État. Là. tu sais, c'est sûr que tu sais, on se doute bien que les designers du jeu concrètement avont t'sais, ils ont pas de pouvoir décisionnel du tout, là. T'sais, tout est décidé Mhm. au-dessus de leur tête quand il est question de qu'est-ce que la compagnie va faire. T'sais. C'est pas Mhm. Perkins qui a licencié du monde, là, t'sais, tu comprends? Eux autres, c'est des creative directors, c'est des créatifs. T'sais. Ils sont souvent même coupés complètement des décisions du cash. Tu te retrouves avec une enveloppe, un budget pour le jeu, puis toi, tu fais juste t'assurer que le jeu tienne la route. Mais j'avoue que c'est dur quand tu travailles pour une compagnie puis que la compagnie fait des choses que t'endosses pas nécessairement. Je peux pas croire. Peut-être qu'ils trouvaient ça génial, le licenciement de Mike Mearls puis de plein de gens juste avant Noël. Je sais pas. Il était genre, yes, c'est juste ce qui mérite le monde. Ils méritent bien juste ça. Ça. Je serais curieux, d'après toi, est-ce que tu penses à quel point ça se jouait depuis longtemps, cette situation-là? Parce que, tu sais, j'ai vu quelqu'un qui a marqué dans les commentaires, tu sais, on avait fait une publication là-dessus sur notre Facebook, puis il y avait quelqu'un qui a marqué dans les commentaires que ça l'avait surpris que ça puisse déjà de base fonctionner comme. Puis en même temps, c'est vrai, la réflexion se pose, puis je trouve que la logique est là aussi que certaines personnes, lorsqu'ils quittent une entreprise qui a une aussi grande importance, des fois, tu as comme des espèces de contrats de X temps, tu peux pas nécessairement aller Hmm. travailler pour une autre entreprise qui œuvre quand même dans ce même domaine-là, ou du moins dans un domaine connexe. Là. Fait que, on dirait que c'est pour ça que je suis quand même. À quel point est-ce que ça se jouait? T'sais, ils ont dû quand même jouer du coude dans leur départ pour que ça ne fasse pas tant de bruit que ça, ou du moins que ça dérange pas tant, parce que je peux pas croire Donjon Dragon, c'est sûr que le monde de Hasbro devait le savoir que que ça arrivait, là, avant que ce soit annoncé. Là. Je sais pas combien de temps ça a pu mijoter, mais à mon avis, depuis l'OGL, puis tu sais, on le sent là, que c'est plus difficile. Il y a eu beaucoup de fuite de l'intérieur de Wizard of the Coast. Après ça, vous donnez la crédibilité que vous voulez à ces témoignages-là, mais de gens à travers des sites internet qui ont dit que les conditions de travail étaient de plus en plus difficiles pour les créatifs chez Wizard. Puis on s'entend que, ben pour beaucoup, ils se sont juste fait licencier. Tu sais, ça, on peut pas le nier. Les licenciements de gens, que ce soit l'équipe de Sigil, leur VTT 3 dimensions, là, où tu sais, 90% de l'équipe ont été licenciés après que le produit a été lancé sans annonce officielle. Tu sais, c'est sûr que ça doit te stresser quand tu vois le monde se faire slacker à gauche, à droite. Ça doit créer une ambiance au sein de la compagnie. Ça, je peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ce serait de travailler puis de voir à chaque année des gens partir, tu sais, puis voir l'équipe être réduite, remaniée. Fait que ça doit faire depuis le début des déboires de Hasbro, depuis que la compagnie en arrache suite à la pandémie, tu sais, tu sais, les tarifs en plus, ça a frappé fort pour Hasbro, tu Mhm. sais. Ils vont peut-être vendre leurs nouveaux produits à perte, là, le kit de démarrage qui est printé en Chine, tu sais, avec aux États-Unis, ça va leur coûter une beurrée. C'est tout juste, probablement qu'ils vont perdre de l'argent sur chaque maudite unité vendue. Ça doit faire au moins 5 ans qu'il doit avoir une ombre sur le travail des créatifs de D&D. Là. Est-ce que tu penses que justement les gens qui sont plus qui sont encore associés à ben c'est ça
comment je pourrais dire, à Donjon Dragon, est-ce que tu penses qu'ils sont présentement un peu, est-ce qu'ils sentent, d'après toi, que le vent va tourner ou que le vent pourrait tourner alors que la situation semble être un peu plus problématique qu'elle l'était? Est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment comme au moment où est-ce que l'annonce a sorti, les gens dans les bureaux de Hasbro sont en train de s'essuyer le front avec une petite sueur, puis ils vont comme, oh tabarnouche, gang, ça va pas bien, là. Ou tu penses que ça leur passe quand même 10 pieds par-dessus la tête? Ben, je pense que chez Hasbro, parce que c'est huge Hasbro, là, tu sais, c'est une multinationale multimilliardaire. Je pense que probablement eux autres, ils s'en foutent de ce que Perkins et Crawford vont faire. Ils s'en foutent de Dagger Art, tu sais. La question, tu sais, pour ceux qui disent ah mon Dieu, ça y est, le vent tourne, Dagger Art va devenir le nouveau jeu qui va avoir le monopole. On dirait que j'ai du mal à imaginer cette situation-là parce que je suis de plus en plus convaincu que leur stratégie, c'est de mettre Donjon Dragon comme une marque, de la vendre comme une marque, de faire des licences de jeux vidéo, des licences de télé, de trouver leur argent ailleurs que dans les ventes de livres, tu sais. Mm-hmm. Puis, fait que les créatifs s'en vont toutes, ou qu'ils soient tous remplacés par des nouveaux, ça doit peu affecter, je pense, les commerciaux chez Hasbro. Parce qu'ils vont les remplacer par d'autres, ils vont produire ce que Donjon Dragon a à produire, puis ça va rester probablement le jeu le plus vendu. J'ai hâte de voir comment la situation va évoluer, mais c'est ça mon feeling. Mais je suis juste content que on n'ait pas perdu cette étincelle, tu sais, parce que pour moi, ces deux créateurs-là, c'est des gens qui sont, tu sais, je sais pas, il y a comme une espèce de petite nostalgie de voir Perkins rouler des parties live devant le public. La première fois que j'ai vu ça, c'était Chris Perkins, qui était maître de jeu. Puis j'étais tellement sous le choc de voir que ça pouvait être une forme théâtrale, le jeu de rôle. Fait que de voir qu'on perd pas ces individus-là, ces créatifs-là, moi, en tout cas, ça me fait quelque chose. Est-ce que tu penses qu'ils vont se mettre les mains dans... Parce que, tu sais, dans l'annonce officielle, le tweet officiel pour l'annonçant, quand il y a eu l'annonce, c'est qu'il disait, tu sais, je vais faire une traduction libre, là, mais il disait, ces deux vedettes designers du jeu de rôle vont nous aider à produire de nouveaux concepts et à prendre de l'expansion dans nos jeux déjà existants, tu sais, sortir des trucs. Est-ce que tu penses qu'ils vont mettre avant tout justement plus un focus sur Daggerheart ou tu penses qu'ils vont comme se faire donner un petit bureau dans un coin puis dire ok les gars, tu sais, cookez-nous quelque chose, le cook de quoi, là, mais commencez à nous produire un nouveau jeu qu'on va sortir éventuellement. Ou tu penses que là, justement, l'espèce de pas vache à lait, c'est pas ça le terme, là, c'est un peu péjoratif dit de même, mais ils vont comme mettre plus l'emphase et l'accent sur Daggerheart parce que c'est comme le produit vedette en quelque sorte pour le moment. Là. Ben, tu sais, dans la plupart des annonces de Darrington Press, ils parlaient de our new games. Tu sais, ils parlent de nouveaux jeux. Fait que moi, je les mettrais sur un nouveau jeu. Je leur dirais, hey, avez-vous des trucs? T'sais, connaissez-vous des gens? Trouvez-moi un nouveau jeu, tu sais. Mais probablement aussi qu'ils vont faire des nouveaux contenus Daggerheart, là. Probablement des nouvelles classes, des nouveaux monstres. On a besoin d'un manuel des monstres. Ben, je sais pas, je l'ai pas lu. Fait que si tu le dis, je te crois, là. Ben oui. Il me regarde avec une face de gars cave, comme si j'étais genre l'idiot du village. Il a pas lu Daggerheart, l'imbécile heureux. Je pense que t'aimerais ça quand même. Tu penses pour vrai? C'est intéressant parce que j'ai vu que Matt Colville a sorti une vidéo sur le jeu, mais j'ai pas encore regardé. Pas Matt Colville, non, pas Matt Colville. Professor Dungeon? Ah oui, oui. J'ai pas encore regardé. Qu'est-ce qu'il en pense. Puis j'ai vu aussi un autre dude que je suis. Vois-tu, je ne connais même pas leur nom. Ça montre-tu que c'était des no-names, c'est pas Chris Perkins puis Jeremy Crawford. Un autre dude que je suis sur une chaîne de lettres aussi qui a sorti une critique du jeu. Puis c'est du monde qui sont plus dans le milieu OSR. Fait que j'étais comme curieux de voir un peu leur point de vue sur la question. Je pense que tu le trouverais un petit peu trop crunchy. Ouais. Il est quand même un petit peu, tu sais, je pense que les gens sont pas prêts à accepter à quel point le jeu ressemble à Donjon Dragon. Il est quand même assez proche de Donjon Dragon au niveau de la complexité des règles. Il est pas bien plus simple que D&D. Ouais, mais je pense pas. C'est intéressant, ça, par exemple. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est comme, il est pas nécessairement, il se présente. J'ai l'impression que les gens, c'est tellement un gros sujet, ça, vois-tu, puis c'est même pas le thème de la capsule, mais je trouve ça tellement intéressant comme approche parce que
j'ai l'impression que les gens qui aiment beaucoup Donjon Dragon, qui aiment beaucoup Critical Role et qui veulent vraiment beaucoup avoir des trucs de Critical Role, c'est des gens qui ont justement beaucoup baigné, surtout dans Donjon Dragon. Je pense en une partie, je pense pas que c'est la majorité, je pense pas que c'est nécessairement l'ensemble du client potentiel, mais j'ai l'impression que c'est du monde qui ont surtout joué à Donjon Dragon et que là, de se faire proposer un autre jeu qui est pas Donjon Dragon, mais qui est plus compliqué quand même que ton one-page RPG que tu as essayé comme un soir qui était un peu buzzé, ben ça fait en sorte que ça peut déjà peut-être être un bloquant ou peut-être même aussi pas nécessairement un problème, mais j'ai l'impression que ça peut créer, pas une confusion, mais justement retenir certaines personnes qui étaient enthousiastes à l'idée, mais qui se rendent compte que devoir apprendre un autre jeu, des fois, c'est un peu plus compliqué qu'on peut le penser. Surtout quand c'est un autre jeu qui est vraiment complet et complexe, là. Plus complexe que la moyenne, on va dire. Ben oui, tu sais, écoute, ça, c'est sûr qu'on le sent un petit peu, là, il va y avoir, moi je le sens déjà, ce retour du balancier, où, tu sais, au début, il y avait comme un gros emballement pour Daggerheart, puis là, soudainement, j'entends beaucoup les voix des gens qui sont des contrariens un peu, là, de oui, mais avez-vous bien vu leur licence? Elle n'est pas aussi permissive que de mettre ça en Creative Ah, pour Commons. vrai? Ouais, genre, oh, mais là, on s'entend-tu que ce sont des touristes et les gens qui vont acheter Daggerheart, ils vont l'acheter pour le mettre dans leur bibliothèque, ils ne joueront jamais. Tu sais, il y en a énormément, là, de la grogne sur Internet de gens qui sont un peu... On dirait qu'ils souhaitent du mal à Daggerheart. Puis on dirait que ces gens-là sortent un petit peu de l'ombre, puis qu'ils tombent dans mon algorithme. C'est un peu aussi la marque Daggerheart en ce moment. Man, le monde, il en parle beaucoup! À tel point que les chaînes qui normalement font du D&D bashing, en ce moment, font du Daggerheart bashing! Fait que, Ah oui. c'est une expérience. Moi, je pense que c'est un des systèmes les plus... C'est une des idées les plus fraîches que j'ai vues en jeu de rôle. Je trouve que c'est vraiment un travail d'acrobate qu'ils ont fait là, pour mélanger le crunch d'un jeu à la D&D avec le narratif des jeux à la Powered by the Apocalypse. C'est génial. Il y a des limites au système, c'est sûr. Puis ça, Mais comme n'importe quel jeu. Hey, comme n'importe quel jeu, puis il y a des gens qui vont être déçus parce que c'est un jeu de rôle, puis ils sont comme je pensais que les jeux de rôle c'était facile. Ouais. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais, OK, intéressant. Au-dessus, on était supposé parler surtout des deux créateurs. Finalement, on est parti sur précisément le nouveau produit de Rington Press. Mais, Mais il a fallu qu'on se fasse un balado juste là-dessus. Parce que je mais pense qu'on aurait pu en parler crissement longtemps. ben certain. Puis tu sais, il y a ça aussi là, c'est le piège d'avoir des personnalités aussi charismatiques que Matthew Mercer, Pierre-Louis Renaud. Pierre-Louis Renaud, mais tu sais, Renaud. l'équipe de Critical Role, ils donnent cette impression-là de c'est cool les jeux de rôle, n'importe qui Ouais. peut le faire. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement des designers de jeux, mais c'est quand même vraiment eux aussi des porte-parole du jeu. Oui. Puis c'est vrai qu'il y a peut-être des fois là un piège à associer. Tu sais, on voit Critical Role, on voit Daggerheart, puis dans notre cœur, on a une émotion de ce qu'on va vivre quand on va jouer au jeu. Mhm. Parce que tu vois Matthew Mercer, puis tu penses qu'en jouant, tu vas sentir la douce odeur de patchouli qui accompagne Mercer partout où il va. Mais non! C'est compliqué! C'est pas aussi simple! C'est pas aussi simple qu'on pense. Puis je pense qu'ils ont quand même, par exemple, puis vois-tu, je leur donne, là, c'est qu'ils ont quand même le réflexe d'avoir été chercher des véritables designers pour travailler leurs produits. Tu sais, je pense à Candela Obscura. Là. Je peux quand même leur donner qu'ils sont capables de s'entourer de personnes compétentes Mhm. dans la matière. Puis j'ai l'impression que oui, comme quand je pourrais dire ça. Il y a l'aspect de se dire, OK, c'est quand même des super vedettes qui viennent présenter le jeu, puis qu'en quelque sorte, à parce que leur visage est là, ça donne une certaine déjà popularité de base au jeu. Mais quand même bien, au moins, ils ont été capables de vraiment... ils n'ont pas sorti, du moins, de ce que j'en comprends, de ce que tu me dis, puis de ce que je vois en ligne, ils n'ont pas sorti de la pure merde. Là, parce qu'ils auraient pu, tu sais, ils auraient pu juste surfer sur leur popularité, puis sortir comme un produit qui est, à la limite, très médium, ou Ouais. très moyen, là, qui n'est absolument pas d'une qualité de base, mais c'est pas ça, là. Ils ont fait plus que ça, là. Ouais, puis les gens en parleraient pas autant, sincèrement, parce que Critical Role est en Tu ce moment... penses que le monde en parlerait pas autant? Ben, Candela Obscura est sorti l'an dernier, puis pour vrai, tout le monde n'était pas genre comme Candela Obscura, jouez à Candela Obscura. Le monde était comme Candela Obscura,
c'est correct. Hein? Tu sais, je pense que les gens en auraient parlé d'Agarth, mais s'il s'était planté, le monde, il se serait réjoui rapidement pour en parler. Ah oui, c'est sûr et certain. Ah, ça, c'est sûr et certain. Il y aurait des belles vidéos YouTube de gens fâchés qui sont genre comme ce que les produits de merde. Ah ouais, avec des grosses faces, là, tu fais ça, les gens peuvent pas te voir, mais des thumbnails de YouTube de personnes un peu surprises qui regardent le livre de Daggerheart en train de brûler, là. Ça va être le thumbnail d'ailleurs. Super. Hey, moi, j'avais une question pour toi. Vas-y. On parle beaucoup des designers vedettes dans le monde anglophone. Mais dans la sphère francophone, on a abordé un petit peu, mais est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un designer ou une créatrice, une personnalité peut-être, qui est porte-parole d'un jeu à cette ampleur-là dans le monde franco? Ben, on s'était posé la question, tu sais, en prévision du balado, puis je trouve que c'est intéressant de voir le cas de la francophonie parce que ça demeure que, là je parle vraiment sur toute réserve de ma Mhm. conception et de ma perception personnelle d'un petit gars qui habite au Québec, là, mais ça demeure que le milieu est beaucoup plus petit, Mhm. est beaucoup plus moindre, le public est ainsi moins grand. Et par le fait même, il y a une certaine proximité qui est plus facile, j'ai l'impression, entre certains concepteurs et le public. Il y a plus de projets qui sont considérés comme des produits qui sont des bonnes vedettes dans les campagnes de sous-financement et qui sont lancés par des gens qui sont des fois solos. Tu sais, il y a beaucoup Ouais, d'hommes, des hommes orchestres, là, des gens couteaux suisses qui vont proposer des jeux de rôle dans la sphère francophone et des jeux qui sont complets et qui ont fait tout eux autres mêmes, que ce soit comme l'écriture, le visuel, la mise en page, l'impression, là, ils ont ouais. tout pris ça en charge par eux-mêmes. Puis j'ai l'impression que de ce fait, c'est plus facile de se dire ah, ok, tel jeu, c'est sorti par telle personne. Puis il y a plus de Ouais. chances, j'ai l'impression, en francophonie qu'on va être capable de l'identifier. Moi, une chose que j'ai vue par contre souvent, ben, je dis souvent, mais une chose que j'ai vue à quelques reprises, que j'ai moins vu, du moins dans le monde anglophone, c'est que des fois, il va y avoir des personnes vedettes qui vont être engagées pour écrire des scénarios, des modules Ouais. dans certains jeux de rôle, mais c'est souvent des gens qui euh, aiment le jeu de rôle, mais souvent, c'est plus des gens qui sont connus dans la sphère de la littérature en général. Ouais, tu penses à... Comment il s'appelle, donc, celui qui était Ben, dans... ben tu parles de... Hein? Tu parles de qui, là? Il était dans les premiers épisodes de Roll and Play, l'auteur Maxime français. Chatham. Maxime Ouais, Chatham. Maxime Il y a Chatham. Maxime Chatham, mais il y a aussi, comment il s'appelle? Blablabla. Il a écrit des trucs pour Chronique oubliée. Puis, tu sais, quand tu vois que son nom est présent comme sur tel module ou telle affiche, les gens sont capables de reconnaître que c'est cet auteur-là dont j'ai beaucoup apprécié la plume dans tel autre contexte. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus proche de... Puis là, encore une fois, tu sais, je parle vraiment comme... Je parle de ma perception personnelle, il n'y a rien de ce que je dis qui est comme la réalité pure, là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus proche aussi de cette idée du jeu de rôle francophone, où souvent c'est comme comment je pourrais dire, une œuvre. Tu sais, c'est Oui, présenté comme une œuvre, c'est présenté comme une œuvre publiée de tel auteur. Il y a un peu moins l'aspect ludique, plus comme littérature. Et ouais. c'est absolument pas péjoratif, là. Au contraire, je trouve qu'il y a un certain charme là-dedans, mais avec cette vision-là un peu plus littéraire de ce que représente le jeu de rôle, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus des fois d'attache ou d'importance qui est mise sur l'auteur en question. Ouais. Oui, puis j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs dans la francophonie. C'est une scène qui est peut-être un peu plus fragmentée. Les gens jouent à plus de choses. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs à avoir comme rêve, comme aboutissement, éditer mon jeu de rôle. J'ai l'impression que tout le monde que j'ai rencontré dans la francophonie a son jeu de rôle quelque part. Tu commences un petit jeu de rôle, puis c'est un hack de ci, puis de ça, puis des actual plays, comme Fibre Tigre avec Aria, où au final, c'est le actual play qui est porteur de un système. Euh, tu sais, les systèmes sont bien, mais c'est surtout, tu peux jouer au jeu de rôle de Ouais. l'univers de Fibre Tigre, de... C'est très, très pointu des fois sur certains trucs spécifiques. Puis j'ai l'impression que justement parce que c'est pointu, on a ce petit côté de vouloir avoir cette touche-là, cette saveur, ou même l'adaptation. Et ça, j'ai vu ça souvent, là. En fait, je vois ça Mhm. vraiment beaucoup en francophonie, de l'adaptation de
le livre à succès de tel auteur en jeu de rôle. Ah ouais, ouais, ouais. Souvent, l'auteur va être associé va être en lien avec tu sais, le jeu en soi. Fait qu'il y a quand même une touche de cette personnalité-là dans le livre. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas nécessairement s'attarder, mais ça va être un incitatif pour eux de vouloir participer au financement de ce livre-là en question parce que justement, c'est en lien avec un auteur ou une personnalité connue qu'ils apprécient particulièrement. Du moins, là, c'est ce que je perçois de mon côté. Sans oublier, bien sûr, les YouTubers qui vont s'improviser designers de jeux ou traducteurs. Ouais, oui. Des gens qui vont faire « Hey, allez donc télécharger ma version gratuite de ce super jeu-là que j'ai fait moi-même. J'ai travaillé fort pour faire l'adaptation d'Horreur Liminale. » Par exemple. Des choses comme ça. Oui, je sais très bien de qui tu parles, ou genre, hey, allez voir mon masterclass sur Mon Itch.io. Kickstarter. Donc, Kickstarter, allez voir ça. Pourquoi pas mon document de Greg Enrod 5e édition? Il est disponible, allez voir ça sur Itch.io. C'est difficile, la célébrité. Qu'est-ce que vous voulez? Insultant. Il est insultant. On termine ça, Ben oui, avant que ça nous monte à la tête. Fait que n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quels sont vos designers vedettes préférés dans la francophonie ou ailleurs? Puis, hey, la célébrité, là, c'est pas tout, hein. Parce qu'il n'y a pas toujours un croisement entre le talent de designer et sa notoriété. Et non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis, pour vrai, je trouve qu'on a à peine abordé, on a gratté le sujet. Il y avait comme tellement de choses à dire en lien avec ce point-là, mais écoute, on en reviendra une autre fois. Là. Je serais curieux de savoir le monde, qu'est-ce qu'il en pense dans le commentaire. Est-ce qu'on devrait revenir aussi là-dessus? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à mentionner sur on dirait le lien qu'il y a à faire entre nécessairement l'espèce de popularité ou du moins la qualité d'un jeu par rapport à l'implication de son auteur et à quel point est-ce qu'on... Tu sais, certaines personnes, je pense aussi, apprécient ça, un peu comme ce que D&D offre, dans le sens de être très lisse, très, très neutre, ne pas nécessairement avoir une personnalité qui est associée à un auteur précis maintenant, et parce qu'on a de la difficulté peut-être à identifier tel auteur et se dire qu'avec ça, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des gens aussi qui peuvent beaucoup apprécier ça, puis je respecte ça absolument, mais je serais curieux de savoir ce que le monde en pense dans les commentaires. Ouais, c'est un positionnement qui est quand même judicieux de se dire, si tu t'associes à un humain, ben là, tu t'associes à toutes ses torts, ses excès, ce qui est passionnant, ce qui est intéressant, mais ce qui est aussi un peu des fois problématique. Tandis que si c'est juste la marque peut rester très neutre, puis tout le monde peut y jouer. Il n'y aura pas de chien. Jamais de problème. Jamais de problème. Fait que n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les designers les plus overrated. Puis lesquels qui sont les plus problématiques. Bye.